Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Looking for Rugby, l'émission qui passe par-dessus. Elliot Dixon wins it. So Bright at least hands it off. And Chip, you watch this. Kelly, talk me through this. Oh, he must have been talking to Carlos Spencer, I think, but that's just a grippling hand. Don't you love it? Au programme de l'émission d'aujourd'hui, retour sur la légende Jonny Wilkinson et l'odyssée de l'équipe d'Angleterre dans la Coupe du Monde 2003. Mais commençons par le commencement, à savoir, mais qui est donc Jonny Wilkinson? Jonny Wilkinson était un joueur international de rugby anglais. Il était gaucher et évoluait au poste de demi d'ouverture. Il est né en 1979, comme David Skrela, Bodie ou Zoé Saldana. Va voir notre vidéo sur Bodie. Parmi les choses qu'il vous faut savoir sur Jonny Wilkinson, c'est qu'il a participé à 2 tournées des Lions britanniques. Jonny Wilkinson a également été l'homme de 2 clubs, les Newcastle Falcons et le Rugby Club Toulonnais. Sous le maillot du 15 de la Rose, il a participé à 4 phases finales de Coupe du Monde pour 2 finales jouées, dont une gagnée. Jonny est titulaire de plusieurs records. Si son record de points en rencontre internationale a depuis été battu par Dan Carter, il n'en conserve pas moins le record du nombre de points marqués en un match du tournoi des 6 nations et en une édition du tournoi. Et le reste de son palmarès est à l'avenant. Ce qui a fait la différence pour en arriver là, c'est la capacité de Jonny à supporter une charge quasiment illimitée de travail. Ne s'épargnant aucun effort, il a été en mesure de faire fructifier un talent déjà tout à fait certain. Lorsque l'on dit Wilkinson, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le jeu au pied, qu'il s'agisse des coups de pied de pénalité, du coup de pied tactique ou des drops. Même si cela est un tantinet réducteur, il faut dire que le bourg a perfectionné sa technique à tel point qu'il en fut brièvement surnommé Wilco the Wizard, Wilco le magicien, tant sa réussite semblait insolente. Mais cette dernière n'était en fait que le résultat d'un travail acharné et continu. Souvent seul, qu'il pleuve ou qu'il vente, Noël et jour de l'an compris. Et comme on dit dans le sud-est... Je prends de vertus du profil, ballon qui dort, fait plus de dégâts qu'un chien qui aboie mais ne mord pas. Le 426 atteint la plénitude, mais j'ai la fureur de vaincre, perdre n'est pas dans mes habitudes. Je m'entraîne chaque jour sans baisser d'un ton, car la perfection n'est approchable que par la répétition. Détenteur d'une technique vieille de 1000 ans, je défends l'honneur de l'école du micro d'argent. En 1999, Jonny est titulaire à l'ouverture avec l'équipe d'Angleterre au Stade de France contre l'équipe d'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde. Au cours de ce match resté dans les mémoires, son vis-à-vis sud-africain Jannie de Beer claqua 5 drops en une demi-heure, contribuant grandement à la victoire des siens. Victoire 44-21, dont 34 points du seul de Beer. Pour Jonny, et plus encore sans doute pour le coach anglais Clive Woodward, un gentil garçon, ancien 3/4 centre de Leicester, reconnu pour ses qualités managériales. Cela a sans doute été une révélation. Aux commandes de la sélection anglaise depuis la fin de l'ère Carling, qui s'en tire plutôt bien dans le toit des 5 nations, mais c'est un peu plus discutable en Coupe du Monde et contre les nations notamment de l'hémisphère sud. Woodward met dès lors en chantier un véritable commando pour s'emparer de la coupe Webb Ellis. Objectif Australie 2003. Bon là je vous dis que ça commence en 99, bon réellement ça commençait avant, ça commençait déjà en 95. Mais bon, seulement ça a commencé à se voir à partir de 99. N'oublions pas que le trophée William Webb Ellis leur échappait jusque-là, eux les Anglais inventeurs de ce jeu. Première phase du plan, constituer un pack en R1, avec des avants gavés de protéines prêts à donner leur corps à la science pour gagner 2 cm. Des vicieux, des salauds, des connards incommensurables, truqueurs et insupportables. Et avec des cerveaux, pour ceux qui en ont, d'assassins et de bouilleurs d'enfants. De vrais roast beef de mer. Pour mener cette horde sauvage à bon port, Woodward choisit Martin Johnson, le deuxième ligne de Leicester, sorte de Fabien Pelouse du crime. Il sera un excellent chef de cette meute en plus d'apporter sa puissance de feu dans les phases de conquête et le jeu au prêt. C'était aussi un plutôt bon client face aux médias, mais on s'en fout ça. Et il ne vient pas seul, son copain Lorenz Dallaglio, sorte d'Imanol Arindando qui est sous pervitine. C'était un combattant exceptionnel, notamment dans les phases de rock. Sera de la partie, ainsi que Phil Vickery, le surpuissant pilier de Gloucester. Lui, c'est un petit peu comme si vous mettiez l'esprit de Gengis Khan dans le corps de Schwarzenegger. Bon, entre autres, dans un pack il y a 8 joueurs, je vous les fais pas tous. Deuxième phase, les 3/4 qui scorent et valident la domination des avants. Si en plus il ne s'échappe pas trop en défense, c'est pas plus mal. On comptera par exemple Mike Cat, oui, ce Mike Cat,
Ou encore le transfuge du jeu à 13, Jason Robinson. Troisième phase, Johnny. Évoluant aux Falcons où il est relativement préservé et laissé à disposition du staff du 15 d'Angleterre, Johnny progresse rapidement et s'impose assez vite comme le numéro 10 de référence en Angleterre. Juste dans le jeu, buteur précis à la régularité proverbiale, il est l'atout maître de l'équipe de Woodward, parfaitement apte lui aussi à convertir le travail de ses avants en points. Ajoutez à cela une pléthore de techniciens, comme jamais aucune équipe n'en avait eu, qui vont courir la campagne à la rencontre des joueurs et les faire bosser semaine après semaine. De même, Woodward veillera à rassembler le plus souvent possible ses ouailles pour des stages, ceci afin de renforcer l'homogénéité de son groupe et de gommer toute approximation dans tous les compartiments du jeu. Plus d'1 700 000 € seront engloutis par la RFU dans l'opération, elle qui est d'habitude si proche de ses sous. À titre d'exemple, Johnny disposera d'un entraîneur personnel de football américain rien que pour bosser ses coups de pied. Les corps se sont préparés et élargis, mais comme on l'a vu, ça n'a pas empêché la mésaventure de 1999. Le rodage, pour ne pas dire le forgeage de cette équipe, ne se feront pas sans heurts. En témoignent quelques branlées prises en Australie, mais les résultats finirent par arriver, comme par exemple lors de la tournée automnale de 2002 où l'Angleterre recevra et vaincra successivement les 3 géants de l'hémisphère sud. Ça fait genre quoi, 10 000 ans qu'on n'a pas réussi ça nous? Assez vite, le game plan devient aussi évident qu'irrésistible. Tout casser devant, ne pas faire de faute, en provoquer chez l'adversaire, marquer sur ses temps forts. Merci, au revoir. Les risques sont soigneusement calculés. Gardez la balle au chaud, assurez la conquête, les 3e L percutent, Wilkinson balade tout le monde et enquille les points. Ajoutez à cela un grand savoir-faire en matière de combinaison. Ouais bah ils étaient forts quoi. Un rugby sérieux, rigoureux, cuirassé et pragmatique. C'est un rugby réellement très clinique, pratiqué par une équipe maniaco-dépressive du détail. D'où l'expression chère à Martin Johnson, son capitaine, win ugly, gagner salement. Ça fait rêver personne mais ça gagne. Ainsi commence l'année 2003, la grande année, le millésime anglais. 2003, qu'est-ce qu'il y avait aussi d'autre déjà en 2003? Et les Anglais démarrent très fort avec un grand chelem dans le tournoi destination 2003. Et ça continue en Nouvelle-Zélande et en Australie au mois de juin lors de la tournée d'été avec 2 victoires en 2 matchs. Car oui, ils ont fait une tournée d'été, une année de Coupe du Monde et ils ont gagné tous leurs matchs. Et après, c'est la 5e Coupe du Monde en Australie. Après avoir difficilement disposé des Gallois en quart de finale, les Anglais retrouvent les Bleus de Bernard Laporte en demi, eux qui ont dû se défaire des Irlandais en quart. Les Bleus vont marquer d'entrée un essai par Serge Betsen, mais ce seront les seuls points bleus du match. Car Johnny va se livrer à un véritable festival, bien aidé il est vrai par une indiscipline française confinant au ridicule. Deux cartons jaunes encaissés, soit 20 minutes à 14 contre 15. Peine perdue. Et à une incapacité des Français à s'adapter aux conditions de jeu, à savoir la pluie. Comme si on découvrait le jeu sous la pluie. Lamentable. Lamentable. Bien évidemment, après ce match, c'est la déconfiture dans le camp français. Ouais bah la routine quoi. Alors que pour les Anglais, c'est une 2e finale à jouer contre l'Australie après celle perdue en 91 à Londres. La revanche a lieu à Sydney. On ne vous refait pas la finale. C'est Johnny qui donna la victoire aux siens sur un drop du droit alors qu'il est gaucher à la 100e minute du match, donc en pleine prolongation. Ceci après un ultime effort de son pack. L'équipe anglaise écrivit ainsi sa légende. Mais cette victoire anglaise donna également naissance à un mythe. Pour être champion du monde, il fallait un Uber demi d'ouverture. Et en effet, les éditions 87 à 2003 de la Coupe du Monde de rugby tentent à prouver cela. Mais 2007 avec Butch James, cette grosse otarie décérébrée, à la manette des Bocs tente à prouver que non. Sachez que c'était alors le numéro 9, Fully Dupraise, le véritable stratège de l'équipe. Et l'arrière Percy Montgomery, son buteur. Et en 2011, les Néo-Zélandais feront appel à 4 numéros 10 différents, de niveaux assez différents. Dan Carter, blessé aux adducteurs pendant la phase de poule. Ensuite se succéderont Colin Slade et Aaron Cruden. Tout ça pour finir avec Stephen Donald. Stephen Donald quoi. Cette grosse truffasse de Stephen Donald, il arrive, il est champion du monde, alors qu'il a jamais rien foutu de sa carrière en équipe nationale. Il y a des trucs comme ça me laisse vraiment stupéfait.
En même temps, nous on s'est retrouvés à les affronter en finale avec une paire de centres Mermoz-Rougerie assez inattendue quand même. Du coup, pour info, c'était Pierre Wipou, le patron de la charnière des All Blacks pendant cette Coupe du Monde 2011, et ça aussi c'est assez hallucinant. Même si avoir à ses côtés des types comme Mako ou Conrad Smith, ça doit pas mal aider quand même. Même si 2015 semble être un petit peu rentré dans le rang, cela prouve quand même qu'il n'est pas absolument nécessaire d'avoir un grand numéro 10 pour être champion du monde. Voilà qui est rassurant pour nous. L'après 2003 sera par contre bien plus difficile à gérer tant pour Johnny que pour l'équipe anglaise. Déjà, la RFU ne capitalisera, qui est déjà un joli mot pour un anglais, jamais sur ce succès pour se renforcer, tant du point de vue financier qu'en termes d'infrastructures, de licences, d'images, etc. Mais bien pire, elle a complètement oublié de former la relève de sa garde d'élite. Car sur le plan sportif, en dehors d'une finale de Coupe du Monde en 2007, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Ce sont principalement les hommes artisans du succès de 2003 qui seront dominés par les Springboks en finale de 2007. Il faudra attendre assez longtemps avant de retrouver une équipe anglaise durablement performante. C'est exactement ce qui est en train d'arriver en ce moment avec le nouveau coach Eddie Jones, l'Australien Eddie Jones, qui a remis sur les rails la formation anglaise. Un genre de reconquête en fait. Et c'est un petit peu pareil pour Johnny. Car à part cette Coupe du Monde 2007 où il soignait sa cote de popularité dans l'Hexagone en éliminant de nouveau les Bleus en demi-finale, mais chez nous cette fois, l'après Coupe du Monde 2003 fut difficile. En effet, Johnny accumula les blessures, près d'une quinzaine entre 2004 et 2008. C'est bien simple, sur une échelle de Benjamin Fall à Frédéric Michalak, je lui mets Jacques Burger. Sur une échelle, vous avez dit? Ouais, sur une échelle, oui, de 1 à 100. Waouh! Comment ça pète ça? Mais on ne pouvait décemment pas arrêter un être avec une telle volonté. Endurci par l'épreuve, converti au bouddhisme, déterminé comme jamais, Johnny était de nouveau prêt à casser la baraque ovale. En 2009 donc, il décide de se relancer sur la rade de Toulon, là où le nécromancien Mourad s'est fait une spécialité de ramener les morts à la vie. Et outre ses qualités de dropper émérite, de botteur exceptionnel, son jeu au pied long et précis et sa capacité indéniable à défendre, le public français qui l'avait jusque-là dans le nez a découvert l'homme. C'est vrai que jusque-là on pouvait pas trop le blairer quoi. 2 fois il nous avait fait le coup, 2 fois quoi. Putain, 2 fois quoi. Un homme attachant, parlant un français plus que correct, mesuré, ouvert, poli et attaché, pour ne pas dire carrément féru, de la culture du pays, de la région et du rugby qui l'a accueilli. T'as raison. Ce n'était finalement pas si surprenant. Johnny s'est éloigné du terrain en 2014 après avoir fait rejaillir un petit peu de sa gloire sur le RCT. Il intervient depuis de temps en temps auprès de ses anciens collègues rouges et noirs pour quelques séances de jeu au pied. Mais dans les cœurs des supporters anglais ou provençaux, dans la mémoire des amoureux de ce jeu, érudits ou simples amateurs, Johnny reste toujours Johnny. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout un pouce bleu, c'est très important pour le référencement de la chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, c'est vraiment très important, histoire d'augmenter l'audience de Looking for Rugby et d'avoir des retours et de faire évoluer encore et encore cette chaîne. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! T'as raison.